Je vous propose d'ouvrir la première séquence. Le temps, un enjeu décisif. Pourquoi ? Au fond, l'usage du temps, il est à la fois social et il est à la fois personnel. Et pour nous aider à penser cette question, je vais laisser la parole à Gérard Guiez, qui est professeur de philosophie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, qui est aussi formateur et auteur de plusieurs ouvrages. Gérard Guiez, vous allez nous parler le temps de vivre. Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, de me faire l'honneur de vous proposer une introduction sur la thématique de ces 2 jours. Un grand merci à vous, Madame la Ministre, parce que vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot philosophie, ce qui fait une transition excellente. Et donc, bienvenue à mon propos. Je vous en remercie. Alors, le temps de vivre, évidemment, c'est une extraordinaire formule. Mais si le temps de vivre est un problème, c'est, me semble-t-il, pour 3 raisons. Pour 3 raisons aujourd'hui que je propose à votre attention pour ces 2 journées. Il me semble que l'homme moderne, que l'homme contemporain, a perdu la représentation d'un futur prometteur. C'est-à-dire que nous assistons, ou nous sommes les témoins, si vous préférez, à la mise en crise de l'idée de progrès. Cette idée, qui existe toujours, elle a perdu son innocence. Plus personne aujourd'hui ne croit systématiquement que le progrès va automatiquement vers un mieux. Nous savons aussi qu'il peut être porteur non plus ou pas nécessairement de promesses, mais de menaces, mais de risques. Et alors par suite, il s'est installé dans notre mentalité une conscience qui est vécue sous le signe de l'urgence, de l'efficacité, par rapport à un monde perçu comme hostile de plus en plus souvent, qui ne nous laisse pas ce luxe de prendre le temps de vivre. Eh bien, il me semble, comme première raison, que ce changement de représentation d'un futur porteur de promesses à un futur porteur de risques ou de menaces, par la mise en crise de l'idée de progrès, a marqué notre époque et en particulier a marqué l'entrée dans ce que l'on appelle aujourd'hui, d'un mot un petit peu commun ou devenu commun, l'utilitarisme. L'utilitarisme, ça veut dire, c'est une idéologie qui est souvent présentée comme la seule capable d'affronter un état de crise. En effet, on estime qu'il faut apprendre sous la menace permanente de la réussite ou du risque de l'échec. Très tôt, on estime qu'il faut rendre les enfants victorieux par une sélection précoce. Et nous avons donc dans cet esprit cette idée que tout apprentissage doit devenir utile, efficace. Cette exigence d'efficacité fait qu'on va former les enfants, par exemple, de manière à ce qu'ils soient, je vous laisse apprécier l'expression, à ce qu'ils soient armés. Alors, je crois que ce critère de l'efficacité, et par une petite brève parenthèse, je vous rappelle que le mot efficacité est un critère, c'est un critère d'être efficace, mais l'efficacité n'est pas une valeur, parce qu'il y a plusieurs manières d'être efficace, y compris des manières barbares. Donc l'efficacité, c'est un critère, ça ne saurait être une valeur. Ça veut donc dire que ce critère seul de l'efficacité institue un rapport au temps, vous voyez, qui est celui de son accélération, dont il a été question tout à l'heure par M. Le Sieur. Nous devrions agir dans l'urgence. Le temps est devenu, si vous me permettez cette image, il est devenu sans espace. Et donc l'enjeu, c'est de survivre, et ça ne serait plus de s'accomplir. Je vous laisse apprécier une immense différence qu'il y a entre un divertissement et un accomplissement. On peut s'accomplir dans un travail. On ne se divertit pas dans un travail. On se divertit d'un travail. Donc vous voyez, ceci veut dire que ce qui est essentiel, et c'est la fin de ma première partie, ce n'est pas le temps. C'est notre rapport au temps. Est-ce que c'est un rapport de passivité? Est-ce que c'est un rapport d'activité? Et donc le temps est au-delà de sa mesure. Vous savez qu'il y a des heures qui passent très vite et il y a des heures qui sont interminables. Le temps n'a jamais sa nature dans sa mesure. Et donc la meilleure façon de vivre le temps,
c'est de lui opposer une résistance, c'est de se libérer de son flux, de sa passivité. Ce qui m'amène à un deuxièmement. Si le temps de vivre pose problème, ce n'est plus cette fois-ci pour la mise en crise de l'idée de progrès, mais c'est parce que nous assistons, alors excusez-moi cette formule contradictoire, mais c'est de bon cœur, nous assistons à une permanence du changement. Une permanence du changement, c'est-à-dire que dans nos sociétés contemporaines, la vie ne reste jamais immobile. Elle doit sans cesse se moderniser. Pensons, comme cela a déjà été abordé, à la technologie. Nous devons alors accepter d'être très vite désorientés et de ne jamais connaître la durée de quelque chose. Il est devenu impératif aujourd'hui d'être en mouvement. Il est devenu impératif de vivre dans un présent perpétuel, de se délester de tout héritage traditionnel. Je vous prends un exemple, le temps de la consommation. La consommation, elle est faite d'objets qui sont très rapidement inadaptés, en mobilité perpétuelle. Et donc, on voit bien dans ce deuxièmement qu'il y a un renversement des valeurs liées à la durée, qu'il y a une sorte d'apologie de l'éphémère et que tout d'un coup, nous vivons une période, ce ne fut absolument pas le cas dans l'histoire, que la nouveauté est une valeur placée au-dessus de la durée. Si la nouveauté est devenue une valeur au-dessus de la durée, eh bien vous voyez que ça a des conséquences sur notre rapport au temps. Alors je voudrais, à titre d'exemple, pour terminer ce deuxième point, vous mettre en garde contre le paradoxe de l'individualité aujourd'hui. Aujourd'hui, un individu, nous estimons qu'il se construit de deux façons. Le problème, c'est que les deux façons sont contradictoires. Donc vous voyez, il faut qu'il soit en forme, l'individu. D'une part, il faut qu'il quête son individualité. Il faut être soi-même, c'est-à-dire unique, distinct, différent de tout autre, ce que l'on appelle être soi-même. Mais en même temps, il faut être comme les autres. Il faut être comme ses semblables. Et donc, nous vivons une période qui conçoit l'individualité de chacun par un appel à la différence et à la ressemblance. D'où le caractère extrêmement problématique de cette tâche. Notre époque, par la précipitation de ses rythmes, tend donc à nous déposséder de nous-mêmes, ou si vous aimez une image plus forte, à nous exiler. Il est impossible de demeurer soi-même. Nécessité de s'adapter en permanence pour survivre. Prenez cet exemple qui fait malheureusement de manière très conflictuelle parfois couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire rendre en permanence plus compétitive la force de travail? Qu'est-ce que ça veut dire que d'évaluer en permanence des individus en impliquant leur mobilisation, là aussi en permanence, c'est-à-dire de transformer toute individualité en ressources. Alors ceci m'amène à ma troisième raison. Alors c'est la troisième qui me tient le plus à cœur. Voilà, je vous le dis, donc je vais y mettre une énergie, vous voyez, parce que je veux vous convaincre. Cette troisième partie, qui explique pourquoi le temps de vivre est un problème, c'est parce qu'il y a des maladies du temps. Il y a des maladies du temps. Il y a du temps perdu. Il y a du temps retrouvé, etc. Ça veut dire que le temps, et il me semble que c'est ça qui va animer nos deux journées. Le temps est un facteur de perturbation. Quittons donc le problème du contexte et allons peut-être à l'essentiel. Le temps peut contenir un aspect dramatique, parce que le temps, ce n'est pas un mécanisme qui se déroulerait en nous, sans nous. Mais le temps, il se rapporte aux raisons de vivre. Vous savez tous, et lorsqu'on s'intéresse à la protection de l'enfance, on le sait plus que tout autre. Personne ne peut vivre sans raison de vivre. On sait ce qui se passe lorsqu'on perd les raisons de vivre. Eh bien, vous voyez que si le temps se rapporte aux raisons de vivre,
Eh bien, nous pouvons ici illustrer cette problématique qui me permettra d'ailleurs de terminer. Une première pathologie du temps que j'appellerai l'ennui. Vous savez qu'il arrive, on le dit assez souvent, que des enfants s'ennuient à l'école, que des enfants s'ennuient dans leur travail, que des adultes, s'ennuient dans leur travail. Il y a même des gens qui s'ennuient quand ils ne travaillent plus. Donc l'ennui est un vrai problème de la pathologie du temps. Pourquoi? Parce que l'ennui, c'est un état d'indifférence. Vous connaissez la différence qu'il y a entre la fatigue et la lassitude. La fatigue, c'est quand vous ne pouvez pas continuer un effort. Vous voyez, vous portez un bagage, par exemple, et puis il finit par être lourd quand même, et vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à le porter. La fatigue, c'est l'impossibilité de continuer. La lassitude, chers amis, c'est l'incapacité de commencer. C'est quand vous vous dites « demain, j'y vais pas ». C'est pourtant la suite d'un week-end. Mais vous êtes las. C'est beaucoup plus grave que la fatigue. Beaucoup de lassitude n'ont rien à voir avec la fatigue. Donc vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a plus d'attente. Les hommes se trouvent en présence d'un vide. L'individu ne perçoit plus les ressources du présent. L'ennui, c'est donc cette conscience du temps qui se laisse enfermer dans un ici, dans un maintenant. Et vous savez pourquoi c'est un problème, l'ennui? Parce que très vite, on fait retour à soi-même. Très vite, il y a des gens, quand ils s'ennuient, ils dépriment rapidement. Le temps, en effet, ici, s'immobilise, il est vidé de son dynamisme, rien ne s'annonce. L'ennui arrive quand le temps devient long. Ce qui nous apprend que le temps n'est donc vraiment, mais vous savez que je voulais vous convaincre de ça, que le temps n'est jamais sa mesure objective, mais qu'il se comprend dans la manière dont il nous affecte. L'ennui renvoie à notre être. Vous savez que l'ennui n'a rien à voir avec la solitude. On peut s'ennuyer dans une soirée. On peut s'ennuyer dans un repas de famille. Donc vous voyez que c'est du temps perdu. Habituellement, le temps, c'est celui de nos occupations. Mais là, ce n'est pas le cas. Notre vie se montre dans son indifférence. Elle se montre sans possibilité. Là, l'enfant et l'adulte sont exposés à une pathologie du temps. L'ennui peut se déclarer dans le repos. L'ennui est fatigant. Il peut être lassant, puisque maintenant, on sait tous bien faire la différence. Et donc, c'est l'expérience d'un temps, vous voyez, sans aucun devenir. Eh bien, l'ennui, c'est une pathologie. C'est une pathologie de l'attente. Rien commence, tout recommence. L'ennui, c'est un temps qui passe, sans que rien ne se passe. Ça m'amène à un deuxième exemple. Si on s'ennuie lorsqu'on n'attend plus rien, on n'attend plus rien d'une décision, on n'attend plus rien d'un futur, on n'attend plus rien d'une famille, on n'attend plus rien d'un travail, on n'attend plus rien d'un conjoint. Vous m'avez compris. Si on n'attend plus rien, c'est qu'il y a une pathologie de l'attente. L'attente, c'est cette expérience où le présent voit se profiler un futur. Donc ça va beaucoup mieux, vous l'avez compris. C'est un présent qui prête attention à l'avenir. Un exemple concret, le désir. Vous savez que vous allez désirer quelque chose qui sera peut-être satisfait demain. Le temps ici n'est donc plus un simple écoulement. Si vous aimez mieux, le temps n'est plus intemporel. On attend lorsqu'on se sent insatisfait, lorsqu'on se sent incomplet. Attendre, c'est vivre l'avenir dès le présent, c'est aspirer à un au-delà du présent. Un exemple que vous connaissez tous pour accompagner des personnes et le leur redonner, l'exemple, c'est l'espoir. L'homme se tient dans l'espoir sur un seuil, à la fois au-dedans et au-dehors du présent. Nous avons conscience du temps, vous le voyez, parce que nous sommes traversés par lui. Donc, j'en arrive à vous dire qu'on éprouve le temps
Et oui, c'est vraiment l'hypothèse de travail que je vous propose, parce qu'on est éprouvé par lui. Eh bien, agir, c'est mettre fin à une attente. C'est lorsqu'on prend conscience qu'une décision est nécessaire, qu'un engagement est nécessaire. Exemple, tenir une promesse. L'action, c'est le temps de la lucidité. L'action, chers amis, c'est quand on refuse de gagner du temps. Lorsqu'on met en accord les fins et les moyens. J'en arrive à mon dernier exemple, l'irréversible. L'irréversible, vous savez que c'est une propriété du temps, donc c'est la troisième qu'on va voir. Il y en a beaucoup plus, mais je n'ai pas beaucoup de temps, vous voyez, donc on va se contenter de 3. C'est une propriété essentielle du temps. Vous savez ce que veut dire quelque chose qui est irréversible? Ça signifie que l'on ne peut pas dominer le temps, sinon personne n'en souffrirait. Si on ne peut pas dominer le temps, c'est parce qu'on ne peut pas l'inverser. Le temps est à sens unique. Alors vous voyez, ça a une conséquence terrible. Ça veut dire que tous les moments sont uniques. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser passer. Ça veut dire en effet que chaque présent n'advient qu'une seule fois. Un souvenir ne sera jamais un revenir. Un souvenir gardera définitivement un caractère passé. On ne peut donc pas surmonter la succession du temps. L'enfance, elle est faite pour toujours. On ne peut pas la refaire. Le temps n'est pas quelque chose de disponible. Ce qui a été fait pour toujours. Le déjà vécu ne peut pas revivre. Chers amis, il n'y a pas de deuxième fois. Chaque fois est une première et une dernière fois. Et donc, alors vous voyez par exemple, c'est pas bon de dire je me dépêche parce que je suis sûr que Karine est sur le point d'un énervement dont je ne voudrais pas être l'auteur. Ça veut dire que on ne peut pas refaire sa vie, on en fait une autre, mais on ne revient pas en arrière. L'expression refaire sa vie est une expression commune, mais fausse. Donc, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui est irremplaçable, et c'est pour ça qu'il faut accompagner les enfants, et c'est pour ça qu'il faut les accompagner longuement. C'est parce qu'il faudra faire avec. Et donc, je voudrais vous prendre ici un exemple, l'exemple des remords et des regrets. L'exemple des remords et des regrets, eh bien, vous savez que notre vie antérieure ne peut pas ne pas avoir été vécue. Et s'il y a un problème des remords et des regrets, si tout le monde se dit « j'aurais pas dû faire ça », si tout le monde se dit « j'ai commis une faute, j'aimerais bien la réparer », on peut réparer une faute. Certainement qu'il en sera question au point de vue juridique tout à l'heure, mais on ne peut pas l'effacer. On pardonne à l'auteur, on ne pardonne pas une faute, on pardonne à un fautif, ce qui n'est pas la même chose. Les fautes sont définitives. Et donc, vous voyez que cet irréversible, s'il pose problème dans l'éducation, s'il pose problème dans nos vies, c'est parce qu'il s'accompagne d'un irrévocable. Les choses deviennent, mais elles se conservent. Vous savez très bien, on le voit des fois dans les familles, qu'il y a des rancunes éternelles. Vous savez, il y a des histoires de familles qui n'en finissent pas, 3 générations. Il y a des fautes impardonnables. Le temps nous met en présence de cet irrévocable. Vous savez tous, on le voit de temps en temps dans des cérémonies de commémoration, qu'il y a un poids du passé. Je vous laisse apprécier, chers amis, il y a un poids de quelque chose qui n'existe pas, mais qui a existé. Curieux, le poids de quelque chose qui n'existe pas. Ça veut donc dire que le passé peut rester trop présent, qu'il y a des souvenirs qui encombrent nos vies, qui encombrent la vie des enfants, qui encombrent la vie des personnes âgées, et donc peut-être que, et ça sera la fin de mon propos, peut-être qu'on peut chercher à augmenter notre être, c'est cela protéger. On peut chercher à remplir nos vies et à aider à ce que ces vies soient dynamiques, ou bien on peut chercher
à alléger notre être, à vider nos vies par l'oubli lorsqu'elles ont été effectivement pesantes. Le remords, on voudrait pouvoir effacer ce qui est irrévocable. Le regret, on voudrait revivre, on voudrait revenir en arrière, impossible. Le remords, on voudrait effacer un passé maudit, l'obsession du passé. Eh bien, vous voyez, tout se passe comme si c'était bien compliqué le temps, et vous avez choisi un thème magnifique. Soit on voudrait ressusciter le passé, quand on a des regrets par exemple, soit on voudrait l'ensevelir, quand on a des remords par exemple. Le regret, c'est souffrir de l'irréversible. Le remords, c'est souffrir de l'irrévocable. Je veux donc par là conclure en vous disant que il est impossible d'annuler l'irréversibilité du temps, et donc en conclusion, pourquoi faut-il agir et pourquoi faut-il soutenir? Parce que le temps, il est sujet soit à sa dilatation, ça c'est quand on est heureux. Vous savez, quand on est heureux, on aimerait que ça s'éternise. J'ai jamais vu quelqu'un qui voudrait que la tristesse s'éternise ou que la souffrance s'éternise. On les trouve toujours trop longues. Eh bien, au contraire, quand on est heureux, on veut une dilatation du temps. On se promène, on dit oui au présent, on voudrait qu'il dure, et on est ravi parce que cette promenade nous comble, cette promenade nous remplit de joie. Le temps, il est aussi sujet à contraction. Et donc, vous voyez que dans la vie, il y a ce qui dilate notre personne, la joie, et il y a ce qui resserre notre personne, la tristesse. Vous avez fait vos choix, vous avez choisi de dilater la vie des gens que vous accompagnez, je vous en félicite. Vous savez tous que dans une crise d'angoisse, les gens se resserrent et se replient sur eux-mêmes. Il y a contraction de leur être, et vous savez très bien au contraire que dans la joie, on a envie de la partager. La joie est une contagion parce qu'elle nous dilate. Et donc je crois que vous avoir, en tout cas je l'espère, vous avoir convaincu que le temps de vivre, c'est le temps des raisons de vivre. Merci beaucoup de votre belle attention. Merci Gérard Guiez. Nous allons donc ensemble essayer de dilater le temps. Et